Bonjour et bienvenue dans Astronogeek. Aujourd'hui, on va mesurer la distance Terre-Lune au putain de millimètre près. Pourquoi tu dis des gros mots? Parce que c'est de la vulgarisation scientifique. Et pourquoi t'as un casque? Parce que c'est l'épisode pilote. Alors, c'est quoi la distance Terre-Lune? Réponse courte. Je sais pas. Réponse longue. En fait, ça va être très difficile pour moi de vous donner là tout de suite la distance Terre-Lune exacte. Parce qu'il se trouve qu'elle change tout le temps. Si vous tapez distance Terre-Lune sur Google, il va vous répondre qu'elle se trouve à 384 400 km. C'est pas foncièrement faux, mais c'est juste une moyenne. L'orbite de la Lune, c'est-à-dire sa trajectoire autour de la Terre, n'est pas ronde, mais elliptique. Ça veut dire qu'il y a un moment dans sa révolution où elle est au plus près de nous et un moment où elle est au plus loin. Et comme elle est toujours en train de s'approcher ou de s'éloigner, il n'y a pas une distance que je puisse vous donner et qui soit vraie tout le temps. Cependant, on va quand même parler de deux points remarquables sur sa trajectoire. Sur une orbite, le point le plus bas s'appelle le périapside et le plus haut, l'apoapside. Mais pour la Lune, vous avez plus probablement entendu parler de périgée et d'apogée. Ça vient du grec. Dans périgée, péri signifie autour et gée la Terre. Et dans apogée, apo signifie loin et gée la Terre. Donc à son périgée, la Lune est au plus près de la Terre et à son apogée, elle est au plus loin. Pour les objets qui tournent autour du Soleil, comme la Terre par exemple, on parle de périhélie et d'aphélie, en référence à Hélios, qu'on appellera plus tard Apollon, le dieu grec du Soleil. Pour toutes les autres orbites qui n'ont rien à voir ni avec la Terre ni avec le Soleil, on parle simplement de périapside et d'apoapside. Gardez ces deux termes dans la tête, on va un petit peu en recauser tout à l'heure. Quand la Terre elle est au plus loin du Soleil, alors c'est l'hiver? Non, absolument pas. Enfin, c'est surtout une question d'inclinaison de la Terre, mais ça n'a rien à voir. On en reparlera peut-être dans une autre vidéo. Ah, parce que c'est pas ça qu'on appelle l'aphélie winter? Oh, toi, je vais taper. Revenons-en à notre distance Terre-Lune. Les premiers à s'être suffisamment intéressés à la mécanique céleste pour se demander sérieusement à quelle distance se trouve la Lune, c'est les Grecs. Et parmi eux, Aristarque de Samos. Aristarque de Samos a vécu quelque part entre 300 et 230 avant Jésus-Christ. On n'est pas tout à fait sûr. Et juste histoire de resituer, faut savoir qu'à l'époque, les mecs, ils touchaient déjà bien leur bille en géométrie et en astronomie. Copernic et Galilée n'ont rien inventé quand ils ont dit que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Aristarque de Samos, par exemple, il soutenait déjà cette hypothèse. 1800 ans avant. Mais déjà à l'époque, c'était pas une idée qui avait le vent en poupe. On risquait pas de finir au bûcher pour cause d'hérésie, vu que l'Église n'existait pas, mais si vous affirmiez que la Terre tourne autour du Soleil, vos potes astronomes, ils allaient bien se foutre de votre gueule quand même. Et tout ça grâce à Aristote. Non, je vais pas moi aussi me mettre à bâcher Aristote. Bon. Mais faut dire que c'est tentant quand même. Par exemple, tout en soutenant que la Terre tourne autour du Soleil, Aristarque a calculé que celui-ci devait être 6,75 fois plus grand que la Terre. Bon, on est d'accord, il s'est planté comme une merde, et vous allez voir que c'est un peu sa marque de fabrique. Mais n'empêche que selon la logique de l'époque, c'est-à-dire celle d'Aristote, même 7 fois plus gros que la Terre, le Soleil est un astre de feu, un élément bien plus léger que la Terre. Ça devait donc être logique que ce soit lui qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse. Parce que la Terre est plus lourde. Et à l'époque, on ne connaît pas non plus le concept d'inertie. Aristote avait démontré... Il avait suggéré que la Terre était immobile pour la simple et bonne raison que si vous lâchez un objet, il tombe perpendiculairement au sol. Et donc, selon cette logique, si la Terre devait tourner sur elle-même vers l'est, tous les objets devaient s'envoler vers l'ouest. Et comme c'est pas le cas, ça voulait forcément dire que la Terre est immobile. Imparable. Donc, du temps d'Aristarque, on avait le droit de dire que la Terre tournait autour du Soleil. On avait le droit.
mais tout le monde n'allait pas forcément penser comme vous. Carrément pas. Alors, revenons-en quand même à notre distance Terre-Lune. On se souvient des calculs d'Aristarque, non pas parce qu'il est arrivé à un résultat précis, on l'a vu avec le Soleil, mais plutôt parce qu'il a utilisé une méthode assez bourrine, et qu'en fait, c'était plutôt bien vu. Aristarque, il a comme une intuition. Pour lui, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Mais la Lune tourne quand même autour de la Terre. Et d'après ses observations, par rapport aux étoiles qui sont juste derrière, la Lune met à peu près 1 heure à parcourir une distance égale à son diamètre. Ensuite, il constate que les éclipses totales de Lune les plus longues durent 2 heures. 3 si on ajoute la phase partielle, où la Lune est dans la pénombre. Il en déduit que la distance que la Lune parcourt dans l'ombre de la Terre est égale à 3 fois sa taille. Donc la Lune doit être 3 fois plus petite que la Terre. Sauf qu'Aristarque considère que l'ombre de la Terre est un cylindre, parce qu'il estime que les rayons du Soleil sont parallèles, mais l'ombre de la Terre est un cône. Et la Terre est en fait 3,7 fois plus grande que la Lune. Mais c'est bien essayé quand même. Mais bien évidemment, Aristarque ne s'arrête pas là. Maintenant, pour ses calculs, il a besoin de connaître la taille angulaire de la Lune, c'est-à-dire sa taille apparente. Alors là, on a 2 versions de l'histoire. Une qui dit qu'il aurait pris une valeur au pif, 2 degrés, juste pour avoir une valeur, parce que ce qui l'intéressait dans le fond, c'était le raisonnement, plus que le résultat. Et ensuite, on a la version d'Archimède qui dit qu'Aristarque a vraiment mesuré la taille angulaire de la Lune. Et la taille angulaire de la Lune, c'est un demi-degré. Donc Aristarque a maintenant la taille de la Lune par rapport à la Terre, 1/3, et la taille apparente de la Lune, un demi-degré. Et il fait le raisonnement suivant. Un tour complet, c'est 360 degrés. La Lune fait un demi-degré. Il faut donc 2 fois la taille de la Lune pour faire 1 degré, et il faut encore 360 fois ça pour faire un tour complet. Ça veut dire que la circonférence de l'orbite lunaire est égale à 720 fois la taille de la Lune. Il faut 720 lunes mises bout à bout pour faire le tour de l'orbite lunaire. Et si on veut connaître cette valeur par rapport au diamètre terrestre, il suffit de diviser par 3, vu qu'on suppose que la Terre est 3 fois plus grosse que la Lune. Et on trouve alors une circonférence de l'orbite lunaire qui est égale à 240 fois le diamètre de la Terre. Donc il faut 240 terres mises bout à bout pour faire le tour de l'orbite lunaire. Ensuite, une fois qu'on sait ça, c'est simple. Il ne reste plus qu'à diviser par pi pour trouver le diamètre de l'orbite lunaire, et encore une fois diviser par 2 pour trouver la distance Terre-Lune. On n'a pas retrouvé les résultats des calculs d'Aristarque. Beaucoup d'écrits ont été perdus, et ça en fait partie. Mais en suivant son raisonnement, il est facile de conclure que la distance qu'il a trouvée, c'est environ 80 rayons terrestres. Sachant que le rayon terrestre, ça reste une unité assez vague. 80 rayons terrestres, ça nous fait une belle jambe, mais vu qu'on ne sait pas combien ça fait, un rayon terrestre... Un peu plus tard, en moins 167, Hipparque de Nicée, un autre astronome grec, se pose la même question. En utilisant la trigonométrie cette fois, il va arriver à un résultat de 66,6 rayons terrestres. Sauf que maintenant, le rayon terrestre, ça veut dire quelque chose, puisqu'entre Aristarque et Hipparque, en moins 236, il y a Ératosthène qui a calculé le rayon de la Terre. Et donc on sait que celui-ci fait environ 6500 km. Donc on fait 66,6 fois 6500 et on trouve 433 000 km. Bon, comptez pas en kilomètres, mais je vais pas vous spoiler la fin, mais on commence à s'approcher du vrai. Pour rendre hommage à Aristarque, on a donné son nom à un cratère lunaire. Hipparque, lui, il a droit à un cirque. C'est ce truc-là au centre de l'image. Ça s'appelle un cirque. Faisons maintenant un bond jusqu'au XVIIIe siècle et parlons de Pierre-Charles Lemonnier. Pierre-Charles, c'est l'astronome chouchou de Louis XV. En 1751, il a une idée pour mesurer la distance Terre-Lune. Il envoie l'un de ses élèves, Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, à Berlin. Et en même temps, il correspond avec un autre astronome français, Nicolas Louis de Lacaille, qui se trouve au cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Juste pour situer, Lacaille, c'est juste le mec qui a donné leur nom à quasiment toutes les constellations de l'hémisphère sud. Et lui aussi, il a un cratère sur la Lune. Alors, l'idée de Monnier, c'est ça. Si, à un moment donné,
on mesure la hauteur de la Lune au-dessus de l'horizon à Berlin et qu'on fait la même chose au cap de Bonne-Espérance, la distance entre les deux localités fait qu'on ne verra pas la Lune tout à fait sous le même angle. Il suffit donc de mesurer cet écart, de faire un peu de trigo, et on devrait avoir la distance Terre-Lune. Depuis Berlin et le cap de Bonne-Espérance, Lalande et Lacaille vont faire des mesures au centième de degré pendant plusieurs mois. Au centième de degré. Je sais pas si vous voyez la badasserie du truc, hein. Regardez la taille d'un degré sur un rapporteur. Un centième de degré, c'est vraiment pas beaucoup. Et moi, j'arrive à me chier dessus de 10 degrés avec un rapporteur. Bon, toujours est-il qu'entre Berlin et le cap de Bonne-Espérance, il apparaît qu'il y a en moyenne un écart d'1,3 degré. C'est pas beaucoup, mais ça va suffire à l'aumônier pour calculer que la distance entre la Terre et la Lune est de 55 rayons terrestres et 97 centièmes à son périgée, et 63 rayons et 17 centièmes à son apogée, soit respectivement 357 000 et 403 000 km. Et ceci vaudra à l'aumônier d'avoir, lui aussi, son cratère lunaire. Ensuite, il va falloir attendre 1969 pour faire un bond prodigieux dans la précision de la mesure de la distance Terre-Lune. Il faut dire que là, on a triché, on est directement allé voir. J'ai pas de maquette de Saturn V. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Roger, how does it look? 20 juillet 1969. Le module lunaire Eagle se pose dans la mer de la Tranquillité et Neil Armstrong et Edwin Aldrin s'apprêtent à aller ramasser des cailloux. Non, il s'appelle Edwin Aldrin, pas Buzz Aldrin. Buzz, c'est son surnom. Enfin, tout le monde l'appelle Buzz, donc on s'en fout. Mais son vrai nom, c'est Edwin. Mais oui, on s'en fout. Dans leur valise, les mecs d'Apollo ont emmené un colis de l'Observatoire de la Côte d'Azur en France. Alors, ce colis, c'est en fait un catadioptre. C'est un instrument qui a la particularité de renvoyer la lumière exactement dans la direction où il l'a reçue. Vous avez déjà tous vu ce genre de truc, c'est les petits machins réfléchissants qu'on met sur les roues de vélo. Un catadioptre, c'est ça. Mais évidemment, celui de l'Observatoire de la Côte d'Azur est un petit peu mieux foutu que les machins qu'on fout sur les vélos. Alors, comment ça marche ? En fait, c'est tout con. C'est un panneau de 10 x 10 demi-cubes de 3,8 cm recouvert de miroirs en verre de quartz sur leur face intérieure. Et le fait est que quand on envoie de la lumière là-dedans, elle repart exactement dans la direction d'où elle est venue. Si vous regardez de près un catadioptre de vélo, vous verrez que c'est conçu exactement de la même manière. Sauf que la précision de cet instrument-là est telle que les angles des demi-cubes font 90 degrés à 0,0003% près. Et le tout est dirigé vers la Terre. Pendant ce temps-là, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, on tire un faisceau laser en direction de ce réflecteur. En théorie, c'est très simple. Vu qu'on connaît la vitesse de la lumière, il suffit de chronométrer le temps que la lumière met à revenir, de diviser par 2, et on obtient la distance Terre-Lune. Juste pour vous donner une idée, la Lune est à un peu plus d'1 seconde lumière de la Terre. Il faut donc un peu plus de 2 secondes à la lumière pour faire l'aller-retour. Bon, sauf qu'en pratique, c'est quand même vachement plus compliqué. Le faisceau laser est pas parfait, hein. Il s'étale petit à petit. Pas beaucoup, mais quand même. Une fois arrivé sur la Lune, il fait théoriquement déjà près d'1 kilomètre de diamètre. Et si on compte en plus la dispersion due à l'atmosphère, il fait près de 10 km de diamètre à l'arrivée. Un faisceau laser, hein. 10 km. Et le réflecteur, il fait 38 cm. Hein. Donc ça veut dire que sur ce faisceau qui s'est étalé sur 10 bornes, il n'y a qu'une petite surface carrée de 38 cm qui repart en direction de la Terre. Tout le reste, c'est perdu. Donc j'aime autant vous dire que les photons qui sont renvoyés sur Terre, il n'y en a pas une chier. Pourquoi tu dis des gros mots ? Ta gueule, c'est de la vulgarisation scientifique. Donc si on fait un petit calcul pour comparer la surface du faisceau qui arrive et la surface réfléchissante, on constate que la quantité de lumière réfléchie est 8 x 10 puissance moins 9 fois moins importante que celle qui part de la Terre. C'est-à-dire
0,000000008 fois moins de lumière. Donc non seulement il n'y a pas grand chose qui rebondit sur le miroir, mais en plus, si on compte les imperfections du réflecteur, il n'y a encore une fois pas tout qui repart précisément vers l'observatoire. Donc c'est encore une fois une quantité de lumière 5 fois 10 puissance moins 9 fois moins importante qui arrive enfin à l'observatoire. Donc si on compte les pertes à l'aller et au retour, par rapport au signal de départ, le signal de retour est 0,000000000000004 fois moins important. Juste histoire de vous rendre le truc plus digeste. Si on envoyait 1000 tonnes de lumière sur la Lune, c'est-à-dire le poids d'un train de marchandises, il n'y a que 4 nanogrammes qui reviendraient. Et on n'a même pas tenu compte de ce qui se perd dans l'atmosphère. Donc maintenant, imaginez qu'il faut capter ces quelques photons qui ont eu la bonne idée de revenir pile poil à l'endroit d'où on les a envoyés. Il faut quand même vous dire que si on prend sur la Lune une surface égale à celle du réflecteur, elle envoie plus de lumière à l'observatoire que le réflecteur lui-même. Donc comment on fait ? La première étape, c'est de filtrer la lumière qui arrive par son spectre. Le laser envoie une lumière verte qui a une longueur d'onde de 532 nanomètres. Donc à l'observatoire, on ne s'intéresse qu'à la lumière verte qui a une longueur d'onde de 532 nanomètres. Et on oublie le reste. Ça fait déjà un bon gros tri. Ensuite, on fait un filtrage temporel. C'est-à-dire qu'on sait à peu près quand les photons vont revenir, donc on se focalise sur ce moment-là à plus ou moins 50 nanosecondes. Et même comme ça, en moyenne, sur 6000 tirs, il y a 10 photons qui reviennent. 10 photons. Sur 6000 tirs de laser. 10 photons. Les mecs qui ont conçu cette expérience, ils devaient être vachement sûrs d'eux quand même. Alors, vu que le rendement est pas super génial, on a déposé d'autres réflecteurs sur la Lune, histoire d'essayer de faire mieux. Et c'est toujours du matos made in France. Il y en a 4 autres des réflecteurs, déposés durant les missions Apollo 14 et 15, et par les 2 sondes russes Lunokhod 1 et 2. Comme quoi, pendant la guerre froide, nous, on n'était pas sectaires, on bossait avec tout le monde. Le réflecteur d'Apollo 14 est le même que celui d'Apollo 11, et en fait, il marche pas beaucoup mieux. Alors avec Apollo 15, on a emmené un réflecteur 3 fois plus gros, et il marche 3 fois mieux. Et du coup, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus utilisé pour les mesures. Et pour la petite histoire, le réflecteur de la sonde Lunokhod 2, qui est toujours utilisé, se trouve dans le cratère Le Monnier. Bon, c'est déjà hardcore comme ça, mais maintenant juste pour le fun. Vu que tout se joue sur le temps que met la lumière à faire l'aller-retour, à votre avis, au niveau du chrono, il faut quelle précision de mesure pour déterminer la distance Terre-Lune au centimètre près ? Il faut chronométrer le trajet de la lumière à 0,000000000000012 secondes près, c'est-à-dire 0,1 nanoseconde. Et aujourd'hui, on atteint une précision de l'ordre de 7 mm. Je vous rappelle que, depuis le début de la vidéo, on parle de la distance Terre-Lune, quand même. En moyenne, c'est 384 400 km. Et on connaît cette distance à 7 mm près. Alors que mon GPS, il n'arrive toujours pas à me dire à quelle heure je vais arriver au boulot. Alors, vous allez me dire, à quoi bon connaître cette distance de manière aussi précise ? Ça nous fait une belle jambe et c'est de nouveau un beau gaspillage de pognon du contribuable. Alors, il se trouve que ces mesures ont fait avancer nos connaissances sur plusieurs points. D'abord, en analysant les oscillations de la Lune, on a pu déterminer qu'elle possède un noyau liquide. Il n'est pas très gros et il n'est pas ferreux comme dans les planètes telluriques. Mais il existe. Ensuite, on a aussi découvert que la Lune s'éloigne de la Terre au rythme, tenez-vous bien, de 3,78 cm par an. Bon, ensuite, compte tenu des mesures extrêmement précises qui entrent en jeu, on a pu tester tout aussi précisément certaines grandes théories comme la relativité générale, le principe d'équivalence, ce genre de trucs. On est aussi capable, en faisant des relevés pendant des années depuis 2 observatoires sur 2 continents différents et en comparant leurs résultats, de constater le déplacement des plaques tectoniques.
et de le mesurer. Et de manière plus terre-à-terre aussi, cette technologie qui a été développée pour mesurer la distance Terre-Lune sert aujourd'hui à mesurer à peu près n'importe quoi. Ce truc-là, ça s'appelle un télémètre. Ça permet de mesurer une distance à distance simplement en projetant un faisceau laser sur une surface. Mais comme c'est fait pour mesurer des courtes distances, il n'y a pas besoin de miroir à l'autre bout, il y a suffisamment de lumière qui revient, c'est pas un problème. Et bien évidemment, utilisant la même technologie, il y a aussi les radars de gendarmerie, les fameuses jumelles, qui comparent plusieurs relevés de distance durant un laps de temps donné pour en déduire une vitesse. Merci la conquête spatiale. Merci la conquête spatiale. Voilà, cet épisode pilote est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu, c'était un peu technique, mais je vous promets que ce ne sera pas toujours le cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et lâcher un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek. Quant à moi, je vous dis à la revoyure.